Et si on veut retourner aux énergies renouvelables, en fait, on n'arrivera pas à conserver la totalité du monde qu'on a construit avec les énergies fossiles. Et même si on y ajoute le nucléaire, on n'y arrivera pas non plus, alors que je suis très favorable au nucléaire. Donc, ce qui veut dire que même si on n'est pas favorable à la décroissance, la responsabilité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui serait quand même d'envisager cette éventualité comme quelque chose qui pourrait très bien arriver sans qu'on demande rien et d'avoir un plan qui soit prêt pour cette éventualité. Et aujourd'hui, on n'a pas de plan qui soit prêt pour cette éventualité. À 8h16, c'est Jean-Marc Jancovici, le coordinateur du Shift Project qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. On a eu le rapport du GIEC, ça a son énième version hier. Voilà, l'apocalypse est devant nous, on y va tout droit. Comme disait Jacques Chirac, le monde brûle et on regarde ailleurs. Mais c'est toujours aussi vrai. Et quand on lit votre bande dessinée, le Monde sans fin, et qu'on regarde le Shift Project, on se dit que, ok, il y a encore de l'espoir, on peut encore changer la planète, mais ça va demander beaucoup d'efforts. Ce que la BD dit, c'est que les énergies fossiles, et en particulier le pétrole, ont construit un monde d'abondance, une corne d'abondance permanente. Depuis un siècle. Dont on ne se rend pas compte. Et qui a fait notre pouvoir d'achat, l'urbanisation, la mondialisation, etc. Tout ça, c'est l'allongement des chaînes de valeur, puisqu'on est sur business. Tout ça, c'est le résultat des énergies fossiles. C'est génial le pétrole, quand on voit ce qui s'est passé depuis un siècle. S'il n'avait pas de problème de quantité et s'il ne mettait pas de CO2 dans l'atmosphère, il n'y aurait aucune raison d'en changer. Ça, c'est effectivement ce qu'on a trouvé de mieux. Enfin, exactement ce que la nature a trouvé de mieux, parce que c'est pas nous qui avons fait le pétrole. Et ce qu'on fait dans ce travail-là, c'est de voir ce qu'on arrive à trouver comme meilleur compromis. Secteur par secteur. Secteur par secteur, entre ce qu'on pourrait garder dans un monde qui n'aurait plus de pétrole, de gaz et de charbon, ce qu'on va devoir abandonner ou ce avec quoi on va devoir faire sans, et comment on s'organise pour y arriver. Voilà. Donc c'est un essai qui part dans cette direction-là. Et alors, même si ça va beaucoup vous surprendre aussi sur une chaîne qui s'appelle Business, on essaye de faire ça sans parler d'argent. C'est-à-dire que plutôt que de commencer par se dire est-ce qu'on va avoir l'argent pour payer tout ça, nous la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on va avoir les ressources physiques et les compétences pour être capable de suivre ce chemin. Vous parlez effectivement de la reconversion des salariés, leur formation, mais on parle aussi quand même d'argent, parce qu'on voit bien que cette transformation énergétique, si elle passe par d'autres énergies, les renouvelables, l'hydrogène, ça ne suffira pas. J'ai extrait ce graphique de votre livre qu'on va voir à l'antenne pour ceux qui sont sur la 24, RMC Découverte, sur la consommation d'énergie en 2019 et celle que vous projetez en 2050. On voit qu'il faut, quoi qu'on fasse, quoi qu'on convertisse, qu'il faut diminuer quasiment par 2 notre consommation d'énergie d'ici 2050. Ça veut dire qu'il faudra moins consommer, qu'il faudra vivre de manière plus chiche. Qu'est-ce que veut dire ce graphique? Alors ce graphique, il veut dire 2 choses. Il veut dire que si on veut tenir la baisse des émissions de CO2 qui est liée à l'engagement qu'on a pris dans l'accord de Paris, effectivement, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on doit avoir comme baisse sur la consommation des énergies fossiles. Et puis par ailleurs, on a une voiture balai dont l'actualité se charge en ce moment de nous rappeler qu'elle existe, qui s'appelle le fait que le pétrole et le gaz sont épuisables et par ailleurs viennent en totalité de l'étranger. 96% de la consommation de pétrole de l'Union européenne est importée. Et pour le gaz, on doit être à peu près dans les mêmes eaux. Alors certes, une partie est importée de Norvège et de Grande-Bretagne, mais enfin, même si on exclut la Norvège et la Grande-Bretagne, on a encore les 3/4 du gaz européen qui sont importés. Donc, dont une bonne partie de Russie, 1/3 du pétrole et 1/3 du gaz, et 40% du gaz pour les importations. Donc, ces énergies-là sont épuisables. La Russie a annoncé il n'y a pas longtemps, du reste, et c'est passé sous les écrans radars en France, qu'elle avait probablement atteint le maximum d'extraction annuelle du pétrole en 2019. Déjà, on avait atteint le pic du pétrole en 2008, maintenant on l'a remplacé par le pétrole de schiste. Alors pour le pétrole conventionnel, mais tout pétrole confondu, si ça n'était pas 2019, c'est pour les années à venir. Et du reste, je crois que Patrick Pouyanné rappelle ça de temps en temps. Et il nous l'a dit la semaine dernière, il était l'invité. Mais d'ailleurs, alors que la consommation, elle, va continuer à croître. Alors elle ne peut pas croître si la production diminue. Oui, mais il nous dit 2030 au moins. Attendons de voir. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, même si c'est 2030, c'est demain. Parce que les systèmes énergétiques, ça demande un siècle pour être réorientés. Mais alors, pour revenir quand même à ce graphique, parce qu'on dit on va faire des efforts, on va faire de l'électricité solaire, éolien. Le président de la République a annoncé la construction de nouveaux EPR, 6 puis 14. Mais même ça,
sur votre graphique, on le voit, ça permet d'augmenter la part de l'électricité, la production électrique de 20%, 30% dans le meilleur des cas. Ça ne remplace pas du tout la disparition des hydrocarbures. Comment on va vivre demain alors si on doit consommer moitié moins d'énergie? Alors on va vivre de manière plus sobre. La grande différence qu'on fait dans notre livre, c'est entre la sobriété et la pauvreté, parce que c'est deux notions qui en fait sont assez proches. La sobriété, c'est quand on accepte délibérément de changer la façon dont on consomme. Alors un exemple, si vous allez à votre travail en voiture et que vous avez la possibilité de passer au vélo électrique, et que vous le faites délibérément, vous souhaitez le faire, ça s'appelle de la sobriété. Si on vous oblige à le faire, ça s'appelle de la pauvreté. Donc c'est exactement la même chose, sobriété et pauvreté, c'est-à-dire que vous changez le service que vous utilisez, mais dans un cas, vous le pilotez et dans l'autre, vous le subissez. Ce qu'on essaye d'expliquer dans ce livre, c'est comment est-ce qu'on fait essentiellement en pilotant. Et une des choses qui est absolument essentielle si on pilote, c'est que les gens s'y retrouvent en termes d'emploi. C'est-à-dire que quand on demande aux gens ce qui les angoisse, on va dire, dans la transition énergétique ou dans l'évolution qu'il va falloir qu'on suive, il y a un truc qui les angoisse sur leur pouvoir d'achat, mais quelque chose qui les angoisse au moins autant, c'est l'emploi qu'ils vont avoir, leur place dans la société. Et donc ce que nous croyons, nous, c'est qu'il faut avoir un effort particulièrement important pour décrire les emplois et y venir et faire des efforts de formation et de reconversion pour qu'on soit capable de le faire. Cette sobriété énergétique, est-ce qu'elle aura forcément pour conséquence la réduction de la croissance économique? Est-ce que quand on va consommer moitié moins d'énergie, on ne pourra pas croître tous les ans? Tant que la croissance économique est mesurée comme elle est mesurée aujourd'hui, la réponse est oui. La croissance économique, en fait, c'est la croissance de la production des biens et services. Et en fait, ces biens et services sont essentiellement produits par des machines. Vous voyez, même dans ce studio, on est environné de machines. Et machines absolument partout. Une caméra, c'est une machine. Les écrans, c'est une machine. Tous les composants du réseau qui amènent l'image et le son jusqu'aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est des machines. Donc, en fait, vous avez des machines absolument partout dans le monde qui nous entoure. Et la nourriture des machines, c'est l'énergie. Donc dans un monde avec beaucoup moins de nourriture pour machines, vous avez un parc de machines en service qui baisse. Et donc, comme la production est essentiellement assurée par des machines, si on mesure le PIB exactement de la même manière, la logique voudrait qu'il baisse aussi.